bonsoir. Merci de m'accueillir ici dans les locaux de l'école Philomatique. Je me présente, Sylvain Schoenberg. Je suis architecte, urbaniste, historien de formation. Je travaille à Bordeaux Métropole comme chef de projet dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Et donc ce soir, nous avons choisi de vous présenter un petit historique, non pas de la société et de l'école Philomatique, mais de son bâtiment, et du bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui et qui est un bâtiment assez exceptionnel. Alors, donc, plutôt que de retracer l'histoire de l'école, de l'institution école, j'ai choisi tout d'abord de rappeler comment cette école a finalement trouvé sa place dans la ville de Bordeaux. Les historiens donnent généralement comme origine de l'institution le musée de Bordeaux, qui a été fondé en 1783 par l'abbé Dupont des Jumeaux et par l'un des derniers intendants de Guyenne, Nicolas Dupré de Saint-Maur. Ce musée de Bordeaux, à l'époque, c'était une société savante qui était plutôt réservée à des élites, mais qui avait aussi des velléités de s'ouvrir à toutes les catégories sociales. Et ce musée était logé, se réunissait dans l'ancienne salle de concert de l'hôtel de l'Intendance, donc rue Paul Painlevé, près du cours de l'Intendance. Une deuxième étape, bien sûr, qui marque la création de l'institution, c'est en 1801, puis en 1808, la création de la Société du Muséum d'instruction publique et ensuite de la Société Philomatique, avec la grande époque donc, de création de l'institution, avec Isaac Rodriguez et Jean Goethals, qui fondent donc cette société, qui là devient une société philanthropique, qui s'ouvre énormément à l'éducation primaire et à l'éducation populaire dans un premier temps. Et quand je dis que cette institution va chercher sa place dans la ville, eh bien c'est parce qu'on va la voir migrer à plusieurs emplacements, notamment un hôtel de la rue Mably, une maison des allées de Tourny. Elle va occuper également le Vauxhall, qui est à l'angle du cours de l'Intendance et de la rue Vital-Carle, entre 1825 et 1838. Elle va occuper aussi le bazar bordelais de la rue Sainte-Catherine, une seule année, en 1834. Et on va la voir aussi occuper l'ancien palais de justice qui se situait rue Ravès à partir de 1849. Et la troisième époque où l'institution va véritablement trouver sa place dans la ville, eh bien c'est entre 1839 et 1874, où là l'école philomatique donc, va bénéficier du legs de Charles Jean-Pierre-Louis Fieffé, va également venir s'y greffer l'école de commerce, l'école supérieure de commerce et d'industrie. Et donc, cette école va devenir une école qui se restreint à la formation professionnelle des jeunes et des adultes et qui va s'orienter vers un enseignement essentiellement technique et industriel. Et là, donc, va s'élaborer un programme dont on va reparler, mais la municipalité va explorer plusieurs sites. Alors, il y a des sites rue Sainte-Catherine, rue Marengo, dans le quartier Saint-Michel, rue Vital-Carle, cours d'Albret, dont on va voir un avant-projet. Et puis, le site où nous nous trouvons, qui est donc le site de la rue Abbé de l'Épée, l'ancienne rue Saint-Cernin, où l'institution va s'établir à la fin des années 60. Alors, sur ce cadastre napoléonien, enfin du Second Empire, on voit quelle pouvait être
l'implantation du futur terrain qui se situait en fait entre l'ancien hôtel des Monnaies, qui est juste derrière nous, et l'ancienne institution impériale des Sourdes-Muettes, qui a donc été reconstruite à l'angle opposé. Et c'est en prolongeant d'abord la rue Saint-Cernin, dans la direction nord-sud, puis dans la direction est-ouest, la rue Roland. Donc ce prolongement de la rue Saint-Cernin va devenir la rue Abbé de l'Épée. Le prolongement de la rue Roland va donner naissance à la rue Castéja. Et le terrain, l'emplacement final, va être ce terrain à l'angle duquel va s'établir l'école. Alors, je vais revenir sur différents projets de construction du bâtiment, mais je voulais d'abord dire un mot sur l'architecte de ce bâtiment, Grelet. Alors, on trouve les initiales G, J, Grelet. Alors, le G, on n'en est pas très certain, mais ça peut être Gabriel. Le J, il est à peu près certain que c'est Jean. Donc, Jean Grelet, architecte, qu'on trouve aussi mentionné comme Grelet aîné. En effet, Grelet a quatre garçons, 4 fils, dont 2 d'ailleurs, qu'il va former au métier d'architecte. Et donc Jean Grelet naît, là aussi on a une petite incertitude sur la date, mais en 1817, et il décède en 1889. Je tire ces informations d'un mémoire de maîtrise d'histoire de l'art assez remarquable qui a été fait sous la direction du professeur Robert Coustet en 1994 par Madame Jana Meisel, qui a consacré sa maîtrise à l'histoire du bâtiment. Alors cet architecte, Jean Grelet, a très peu construit, il avait des attaches en Gironde, mais il a très peu construit pour des particuliers. On le trouve restaurateur de l'église d'Avançon en 1853, où il collabore avec d'autres architectes au remaniement du clocher de cette église. Un clocher très néogothique, très banal, si j'ose dire. On le voit également intervenir sur l'église de Salonne, 10 ans après, en 1863. Il était propriétaire de vignobles dans la région et il construit également la mairie de Salonne en 1862, un bâtiment extrêmement modeste, et là j'attire votre attention sur le fait que ce bâtiment a un appareillage mixte en pierre et en briques, et on y reviendra tout à l'heure. Donc si Grelet construit très peu en dehors de Bordeaux, il reste en revanche l'architecte de l'école philomatique qui le rend célèbre à Bordeaux. Et d'ailleurs, il est également archiviste de la société philomatique, et il va participer à la construction de bâtiments de l'école philomatique aux expositions, notamment de 1865 et de 1882. Et c'est sans doute là qu'il va pouvoir expérimenter, et même plus tard aussi continuer d'expérimenter, la construction de grands bâtiments beaucoup plus monumentaux que les petits clochers ou la petite mairie qu'il a pu réaliser en Gironde. Et donc, on va voir comment il a essayé d'adapter le programme de cette école, qui est un programme très spécifique, j'y reviendrai, dans 3 projets différents. Alors, un premier projet qui est en réalité un avant-projet est celui du cours d'Albret, qui est daté du 15 mars 1867. J'en profite pour remercier les archives de Bordeaux Métropole qui conservent de très beaux dessins d'architecture des 3 projets que je vais vous présenter maintenant. Alors, ce terrain du cours d'Albret, c'est un terrain déjà très étroit et assez profond. En fait, il a une façade très étroite sur le cours d'Albret et il se déploie sur une rue secondaire en profondeur. Et lorsqu'on observe les plans de ce premier projet, on voit apparaître le programme.
Alors le programme fondamentalement ne va pas changer entre les 3 projets que je vais vous présenter, mais par contre l'ampleur, l'aisance et la rationalité de l'ensemble vont prendre des dimensions tout à fait intéressantes. Alors vous avez là sur la légende du rez-de-chaussée, vous voyez à gauche un vestibule, bien sûr, qui donne sur le cours d'Albret, qui est flanqué par une salle des inscriptions, une salle de surveillance, un vestiaire, un parloir, un cabinet du directeur, une cuisine pour le concierge, etc. Et puis vous avez ensuite un escalier qui est rejeté sur le côté avec un couloir en L, sur un mur aveugle, qui va distribuer toute une série de classes disposées en peignes parallèles au long de la rue secondaire. Et là, donc, on voit qu'on a dans le programme des classes d'écriture et de comptabilité, de grammaire et d'arithmétique, d'architecture et de dessin des machines, d'ornement. 2 classes sont consacrées à l'ornement. Et puis, bien sûr, ce long couloir et quelques locaux de commodité. Et si on passe à l'étage, parce que dans les 3 cas, on va voir, ce sont des bâtiments d'un étage, eh bien, on va voir se développer de gauche à droite également des classes de physique, chimie et mécanique hydraulique, un cabinet, un laboratoire, un second escalier qui va permettre d'accéder au comble, 3 classes pour des cours de lecture, de géométrie descriptive, d'anglais, une classe de coupe de menuiserie, une classe de coupe de charpenterie et deux minuscules courettes. Il y aura également 2 ateliers consacrés aux constructions navales et à autre chose. Donc voilà les coupes de ce premier projet qui montre un bâtiment où on a vraiment l'impression qu'on a essayé de faire entrer un programme très contraint dans un terrain très petit. Et on voit sur ces dessins donc, que ces années 60 sont relativement modernes dans des bâtiments civils. C'est l'emploi de structures métalliques à l'aide de colonnes de fonte et de planchers métalliques, on voit sur ce détail, qui sont profondément ancrés dans les fondations et qui s'ancrent aussi en façade sur les murs de pierre. Et on voit également sur ce deuxième détail comment cette innovation de l'architecture métallique apparaît dans ce bâtiment industriel, entre guillemets, à la fin des années 60. Et alors, si on regarde la façade, bien évidemment, on voit que dès les premiers projets, eh bien, Grelet prévoit une façade mixte. Utiliser de la brique dans un bâtiment civil à Bordeaux, c'est pas du tout ordinaire, c'est même absolument pas catholique. La brique, elle est réservée aux entrepôts, elle est réservée aux constructions utilitaires, aux constructions industrielles. Et là, avec cet appareillage mixte, Grelet fait plutôt référence à l'architecture classique française du XVIIe siècle, qui utilisait beaucoup ce panachage de matériaux, les pierres en structure et la brique en remplissage, qui était parfois d'ailleurs enduite. On a des exemples d'hôtels particuliers dans Bordeaux qui étaient construits de cette façon au XVIIe siècle. Et tout au long de ces projets, il va faire référence à cette architecture du grand siècle. Alors on le voit là ici sur l'élévation principale, qui est la plus petite, avec là aussi une obsession de l'architecture classique française, c'est l'avant-corps de l'entrée principale, donc ce léger débord en saillie de l'entrée, qui elle est toute en pierre, et puis sur les travées latérales et sur la façade secondaire, eh ben, il va développer comme ça à l'infini ces alternances de chaînage avec des arcs en plein cintre au rez-de-chaussée, des baies rectangulaires à l'étage sommés d'un fronton triangulaire. Donc on voit là dans ce premier projet toutes les intentions de l'architecte pour donner
une monumentalité, mais aussi une originalité, avec notamment l'emploi de structures métalliques à l'intérieur du bâtiment et de la brique en façade. Alors, on passe au deuxième projet, qui est cette fois sur l'emplacement définitif, donc de la rue Abbé de l'Épée, qui est daté du 10 août 1867. Et là, lorsqu'on observe les plans, bien, on voit tout de suite l'aisance que l'architecte va pouvoir donner à son programme initial, parce que le terrain est quasiment 2 fois plus grand que le précédent. Et donc, sur ce plan de rez-de-chaussée, on va voir bien déjà qu'il va situer l'entrée principale sur la rue principale, qui est la rue Abbé de l'Épée, qu'il va y développer un très long vestibule marqué de plusieurs colonnes, avec au fond un escalier monumental à grand jour central, et puis de part et d'autre un couloir qui lui aussi va desservir toute une série d'espaces d'enseignement. Alors vous avez sur la gauche un grand amphithéâtre qui n'apparaissait pas dans le premier projet faute de place. Vous avez bien sûr à côté de l'entrée, comme pour le précédent projet, le bureau des inscriptions, du concierge et des surveillants. Donc au rez-de-chaussée, ici, on va trouver le cours de menuiserie, le cours de charpenterie, le cours de dessin des machines, un seul atelier, qui est l'atelier de mécanique, un local pour les machines à vapeur quand même, et également d'autres salles de cours non renseignées et un cours de stéréotomie. Et donc, avec ce plan en croix, sur ce terrain quasiment rectangulaire et assez bien proportionné, eh bien, Grelet va trouver de part et d'autre de l'escalier 2 petites cours qui sont des cours couvertes et qui vont permettre évidemment d'éclairer les salles dans la profondeur du bâtiment. Alors, à l'étage, on va trouver là encore des cours d'écriture, de comptabilité, de grammaire, d'arithmétique, des cours de dessin linéaire et d'architecture, des cours de dessin d'ornement, de physique, de chimie industrielle, de mécanique élémentaire et d'hydraulique, un cabinet de physique, un cabinet de lecture, de grammaire, d'arithmétique, d'anglais, d'espagnol, de géométrie descriptive, d'algèbre et j'ai presque fini, d'aérographie. Donc un programme extrêmement touffu dans ce premier projet qui prend donc un air beaucoup plus monumental. La caractéristique de ce premier projet, c'est d'avoir dans sa partie centrale un deuxième étage qui est réservé à un espace d'exposition, peut-être des travaux des apprenants de l'époque, et qui est conçu comme une grande galerie avec une voûte cintrée en plâtre qu'on voit ici sur cette coupe, donc au-dessus du grand escalier, et que d'ailleurs on va retrouver dans le projet définitif et qu'on retrouve encore cet esprit dans les salles qui sont sous les combles de l'école aujourd'hui. Alors on voit là la coupe longitudinale où le bâtiment a considérablement gagné en monumentalité, avec 2 détails importants, c'est que, mis à part le corps central, c'est un bâtiment qui est prévu pour être construit sur terre-plein et non pas sur cave. On voit ici un détail de la composition du sol avec ses remblais et des fondations. Et là, Grelet va expérimenter quelque chose d'assez, même très audacieux pour l'époque. Ce sont des structures métalliques sur 2 niveaux. Dans l'intérieur de l'édifice, avec donc des superpositions de colonnes de fonte et de planchers et de poutrelles métalliques intermédiaires sur de très grandes hauteurs qui, à l'époque, posent beaucoup de problèmes de sécurité parce qu'on ne sait pas trop bien comment tout ça réagit au feu, notamment. Et donc, on l'expérimente dans les années 1860. On voit apparaître ce type de construction notamment dans les devantures et les vitrines, par exemple cour Alsace-Lorraine ou rue Vital-Carle. On voit très bien ces jeux de colonnes de fonte qui sont parfois jumelés, mais les superposer sur 2 étages, ça reste quand même assez audacieux. Et on voit là la coupe dans l'autre sens, où finalement on a un bâtiment qui est très crénelé,
C'est-à-dire que quand on coupe au niveau des petites cours couvertes, on se rend compte qu'il y a en réalité 5 travées de toiture à couvrir avec tous les problèmes d'étanchéité que cela peut poser. On le voit là sur le détail du corps central, qui montre également le grand escalier monumental, qui là, c'est amusant, est dessiné dans un style très Louis XVI. Hein. Vous voyez les motifs de guirlandes, les bossages du rez-de-chaussée, etc. Les encadrements de la cage d'escalier font plutôt référence à un escalier de la fin du XVIIIe. Voilà une autre coupe, cette fois transversale, sur la cage d'escalier et la grande salle d'exposition du haut. Donc vous voyez qu'elle est aussi éclairée par des verrières en toiture. Ça, c'est une idée qui va rester. Et puis alors, pour la façade de ce second projet, toujours de la brique, toujours l'avant-corps central, et une référence ici très maniériste, puisque Grelet propose de magnifier cet étage supplémentaire par un vaste fronton, un fronton à volutes échancré, qui encadre comme ça les armes de la ville, avec une lourde guirlande en dessous, et donc 3 travées de colonnes engagées comme ça sur des baies en plein cintre qui rappellent beaucoup les motifs des serliennes. Et puis sur les travées latérales, il a abandonné l'idée des frontons triangulaires à l'étage, mais il a conservé des travées en plein cintre au rez-de-chaussée, et tout ça est juché sur un fort soubassement qui permet d'ailleurs de rétablir la pente de la rue qui est, mine de rien, assez importante. Donc voici un détail de cet avant-corps. Et voici la travée latérale qui est elle aussi marquée par une petite entrée secondaire, un petit ressaut surmonté d'une horloge. Et alors on en vient au projet définitif, daté cette fois-ci du 22 juillet 1868. Alors là, révolution, notre architecte va imaginer un gigantesque sous-sol qui couvre l'ensemble du terrain, l'ensemble du bâtiment, et qui va devenir un véritable local technique dans lequel on va prévoir toutes les aérations, tout le chauffage, toute la ventilation, les machines des pompes à vapeur, et même une cheminée, qui est littéralement une cheminée industrielle, qui a disparu aujourd'hui, mais qui figurait dans les plans de l'édifice. Alors, voici le plan du rez-de-chaussée. Alors là, il change complètement la distribution. Il conserve le principe d'un grand vestibule avec ses petites guérites latérales, mais plutôt que d'avoir un escalier monumental dans l'axe, il va travailler sur un large couloir transversal, qui est plutôt une galerie qu'un couloir, qui va se reproduire à l'étage d'ailleurs, et il va rejeter au sud le grand escalier à jour central monumental, et au nord l'escalier secondaire. Et grande nouveauté aussi dans ce programme, au lieu d'avoir 2 petites cours qui étaient coupées par l'escalier monumental dans le premier projet, eh bien, il va développer une grande cour derrière la galerie, couverte d'une verrière, et qui servira de local d'exposition et aussi de local d'expérimentation, notamment pour les machines hydrauliques. Et dans l'axe de cette composition, d'ailleurs, se trouve la cheminée monumentale qu'on va voir sortir de l'édifice comme s'il s'agissait d'une usine, hein, en réalité. Donc on retrouve dans ce dernier projet une grande salle de conférence, un amphithéâtre, des salles de dessin, d'architecture, d'ornement, de machines, toujours l'atelier de mécanique qui se situe en rez-de-chaussée, donc des salles, la grande salle, la verrière des salles des expériences et d'exposition des matières premières, nous dit-on, et une deuxième entrée sur la petite rue. Et dans les étages, on va trouver les cours de comptabilité, écriture, grammaire, arithmétique, les cours de coupe de charpenterie, de coupe de menuiserie et de coupe de pierre. Alors, je m'interroge sur l'utilité de mettre des salles de machines dans les étages plutôt qu'au rez-de-chaussée.
Les salles de cours de physique, chimie, industrie, mécanique élémentaire, hydraulique, le cabinet de physique, le laboratoire, la géométrie descriptive, les langues étrangères et la salle du conseil de surveillance. Alors, on n'a pas ici le plan des combles, mais les combles sont aussi prévus pour être des espaces d'enseignement. Alors, on voit là sur la grande coupe en long, sur la cour couverte, comment, premièrement, les structures métalliques des deux projets précédents ont littéralement disparu à l'intérieur de la construction. Par contre, l'architecture métallique de la verrière apparaît nettement sur ce dessin en partie centrale. Vous voyez ce détail qui montre bien les raccordements entre les maçonneries et la verrière, mais qui montre aussi qu'il n'a pas totalement renoncé à l'architecture métallique, puisqu'il n'y a plus de colonnettes de fonte, mais il y a toujours des planchers métalliques sur des poutres rivetées. On le voit très bien sur ce détail. Et ici, la coupe dans l'autre sens, qui reprend bien donc ce principe d'une entrée axiale, d'une grande galerie latérale et des circulations verticales sur les côtés, avec les caves qu'on voit bien sur toute la hauteur. Voilà un détail sur l'escalier principal qui mène à la salle de stéréotomie, tout en haut. C'est écrit sur le dessin. Une autre coupe ici, qui montre qu'il reste une colonne de fonte dans ce projet, et elle se situe au niveau de l'amphithéâtre. Pourquoi? Parce que pour l'amphithéâtre, il y a besoin d'une grande portée, et donc il faut un support pour supporter le plancher dans cette grande salle. Et alors la façade, la dernière quasiment. Donc là, l'architecte abandonne le motif un peu maniériste du projet précédent, au profit toujours d'un avant-corps en ressaut en pleine pierre de taille, qu'il va cette fois couronner d'un grand fronton monumental cintré en arc segmentaire. Il a aussi conservé du projet précédent le soubassement à bossage, les arcades en plein cintre du rez-de-chaussée et des baies rectangulaires très simples, marquées de corniches droites au premier étage. Voici un détail sur ce fronton. Vous remarquerez que sur ce dessin, le fronton est sculpté des armes de la ville de Bordeaux. Voilà la façade latérale qui est très proche du dessin du projet précédent, avec toujours son entrée secondaire, qui a été condamnée d'ailleurs, et sommé d'une horloge et d'un petit fronton. Voici un détail, toujours de ces harpages, très, très 17e dans l'esprit. Et je terminerai par quelques anecdotes sur la sculpture du fronton. Alors, entre 1868, où les travaux ont dû commencer en 1869, les archives nous montrent que le fronton est sculpté le 2 mai 1872. Donc on peut en conclure que le bâtiment est terminé, parce qu'on ne va pas s'amuser à sculpter un fronton si on n'a pas déjà terminé le bâtiment, hein. La sculpture vient toujours en dernier. Et là donc, on a d'ailleurs des témoignages, un petit dessin ici de l'architecte qui montre le plan d'un échafaudage réservé aux sculpteurs pour sculpter le fronton, pour qu'il soit à l'abri, etc. Et on voit donc le sculpteur donc Prévost, qui est un sculpteur sur lequel on connaît assez peu de choses. Il est apprécié et bien connu des sculpteurs locaux, de la bourgeoisie locale, mais enfin il n'a pas laissé une œuvre ni très connue, ni très abondante. Et on voit ici un bas-relief, un moule en plâtre, donc qu'il propose à la mairie de Bordeaux et à la Philomatique. Et c'est effectivement cette allégorie de l'enseignement qui sera sculptée sur le fronton de l'école. Voilà, pour conclure, donc, je voulais dire qu'on a là un bâtiment tout à fait atypique, à la fois par son programme
et par son architecture. Vu son époque de construction, on pourrait le comparer par exemple à la construction des facultés. C'est à peu près à la même époque qu'on construit la faculté de droit, place Péberlan, la faculté des sciences et lettres, Cours Pasteur, qui est aujourd'hui le musée d'Aquitaine. Un peu plus tard, plutôt à la fin du 19e, la faculté de médecine de la place de la Victoire, qui sont ces palais, on les appelle comme ça à l'époque, hein, des palais universitaires, des palais de l'enseignement, etc. Ici, on a affaire à un programme et une architecture qui font directement référence à un enseignement qui est un enseignement pratique, qui est un enseignement, même s'il y a des cours d'enseignement théorique, mais enfin, la spécificité de l'école, c'est véritablement de proposer des enseignements pratiques dans des métiers qui sont des métiers manuels, des métiers de la main, la taille de pierre, la charpenterie, la menuiserie, l'ébénisterie, alors qui sont aussi les métiers en vogue à l'époque avec la machinerie, l'industrie, on est au 19e siècle, hein, donc qui sont très utiles. Bon, et je pense que l'héritage de la philomatique aujourd'hui, c'est bien celui-là, c'est l'héritage d'un enseignement qui se dirige plutôt vers les métiers d'art, les métiers manuels, et c'est tout à l'honneur de cette école et de ses locaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Depuis 1808, la philomatique de Bordeaux a formé des générations d'apprenants aux métiers d'art et d'artisanat, et aussi aux Français, aux langues étrangères, à la mécanique, à l'architecture, à la peinture décorative, à la calligraphie. 118 d'entre eux sont devenus des MOF, des meilleurs ouvriers de France. C'est ici, à la philomatique, que le plus grand nombre de MOF a été formé. Des tapissiers décorateurs, des ébénistes, des charpentiers, des menuisiers, des brodeurs, des tailleurs de pierre, des plombiers, des fontainiers, des modeleurs, plâtriers, des tourneurs sur métaux, des chaudronniers, des graveurs également. Aujourd'hui, l'école forme plus de 800 apprenants chaque année, avec un taux de réussite aux examens qui est plutôt satisfaisant. Pour la première fois, nos BEP et CAP de menuiserie, je crois, ont fait 100%. Ça n'était jamais arrivé. Et en fait, la philomatique poursuit sa mission d'éducation, plutôt exemplaire, autour de la transmission du geste d'excellence, et surtout avec son adéquation vers le meilleur de la modernité. La philomatique retrouve aujourd'hui sa place centrale dans la formation, et elle essaie toujours d'accorder les talents avec les enjeux éducatifs du monde de demain. La formation tout au long de la vie, l'indispensable nécessité de préserver notre environnement, la gestion de la data, l'IA sont en fait des enjeux sur lesquels la philomatique est déjà vent debout. Nous avons la volonté de former hors les murs également pour pouvoir permettre au plus grand nombre de bénéficier de la qualité de nos formateurs. Nous devons aussi mieux exposer la culture et les savoirs pour pouvoir faire vivre des expériences de connaissances et artistiques au plus grand nombre. Le bâtiment exceptionnel dans lequel nous nous trouvons est devenu au fur et à mesure des années le socle sur lequel nous nous appuyons et à travers lequel des générations d'apprenants continueront leur apprentissage pour contribuer au bon équilibre en fait de notre société, tel que l'ont voulu nos fondateurs de cette institution qui est reconnue depuis 1859 comme d'utilité publique.